Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cet oral est consacré à l'entrée en cycle master de Sciences Com. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement et juger de l'intérêt pour vous de Sciences Com. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Sciences Com. Laurence Crespel, vous êtes la directrice de Sciences Com, bonjour. Bonjour. Marion Schruoff-Neugère, tu es étudiante du master de Sciences Com, bonjour. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cet oral, c'est le speech. C'est à vous. Bonjour, donc je suis directrice de Sciences Com depuis quelques mois maintenant, depuis 3 mois, et dans le groupe Audencia depuis 14 ans. Donc je connais bien Sciences Com parce que Sciences Com est une des 3 écoles du groupe. Le principal atout de cette école de Sciences Com, c'est son équilibre dans la qualité à la fois académique et professionnelle de ses programmes. Une qualité académique qui est garantie par le visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est la seule école à disposer du visa du ministère. On fait partie aussi d'un groupe qui est connu et reconnu sur le plan académique, tant en France qu'à l'étranger, le groupe Audencia. Et puis la qualité professionnelle, elle fait partie, professionnalisante du programme, elle fait partie de l'ADN de Sciences Com. On a énormément d'applications professionnelles qu'on co-construit avec nos partenaires, entreprises, agences, institutions, qui sont des applicatifs en permanence sur tous les sujets qu'on aborde dans les cours plus théoriques. Et je dirais que le deuxième atout de Sciences Com, c'est un accompagnement tant sur le plan individuel de nos étudiants qu'un accompagnement sur le plan collectif. Marion, si tu peux te présenter en quelques mots. Alors, moi je viens d'un BTS Communication, je suis rentrée à Sciences Com en bachelor. Et ensuite j'ai intégré donc le master. Je suis actuellement en stage donc, de 6 mois à l'Institut français du design. Très bien. Jusqu'en août. Ok, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernière manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire en sorte que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Alors, je lis la première question, Marion. Allez-y. Faut-il avoir déjà une expérience style stage en communication pour postuler? Alors, pas du tout. Ah, c'est pas nécessaire? Voilà, pas du tout. Une partie de nos étudiants, enfin sur le bachelor, ça représente un peu moins de la moitié des recrutements viennent comme Marion de l'univers de la communication, soit via un BTS, soit une université Infocom. Mais on accueille plus de la moitié de nos étudiants qui viennent d'univers très très différents. Mais pour des gens qui arrivent donc en cycle master, ils sont mélangés avec des gens qui ont déjà plusieurs années d'expérience en communication. Il n'y a pas d'énorme disparité de niveau du coup? C'est ce qui fait la richesse, et Marion peut en témoigner, puisqu'en master de nouveau, on accueille des étudiants qui viennent d'univers très très différents. On peut avoir fait une licence de philosophie, une licence d'histoire. Justement, voilà, si moi j'arrive, j'ai une licence de philo, j'ai jamais touché la com et je me retrouve dans la même promo que des gens qui en font déjà depuis 2-3 ans. Est-ce que je vais pas être complètement à la ramasse sur certains sujets bien précis? Ça se travaille en amont. Les étudiants préparent le concours. Ils ont décidé d'intégrer une école de communication. Donc, ils ont en amont préparé le concours avant de rentrer à l'école. Il y a des cours de mise à niveau pour les étudiants qui viennent d'un univers très, très différent. Et puis, je pense que, Marion, vous pouvez témoigner de la richesse de la diversité des profils. En fait, je dirais que quand on est un profil de communicant ou quand on a fait le bachelor avant, on a des réflexes de communicant par rapport au projet. Si on vient d'un cursus qui est complètement différent, on apporte cette richesse-là qui nous permet d'avancer dans des projets avec une culture qui est complètement différente et on s'intègre vite
On s'intègre vite, on prend une culture communicante assez rapidement, avec des matières et une remise à niveau. Ça se fait assez rapidement. Cette remise à niveau, c'est quoi concrètement? Ça dure combien de temps? C'est pour qui? C'est à quel moment? C'est assez rapide. C'est assez rapide. C'est alors je ne saurais pas exactement dire. Semaine. C'est une semaine. Voilà. Les masters, les nouveaux masters qui n'ont pas fait le bachelor avant ont une semaine de remise à niveau. Concrètement, moi j'ai plein d'amis et de camarades moi, qui sont venus de cursus complètement différents et ils s'adaptent très très vite. Voilà. Donc quand on entre en cycle master, on n'est pas parachuté dans la promo, on a quand même un petit un stage de remise à niveau, on peut appeler ça comme ça? Oui, on peut dire ça, un séminaire de remise à niveau, et on invite les étudiants à bien aussi se préparer à l'entrée avant le séminaire. Après, ce qui est facile, c'est qu'on est en équipe aussi. Donc on n'est pas tout seul, à part les cours théoriques, mais on a beaucoup de modules, de micro-agences, enfin plein de projets en équipe. Une équipe de combien? Une équipe de 20? Alors ça peut être des équipes de 5, 6, parfois de 13 sur les très gros projets, parce que les clients viennent avec des projets importants. Donc là, on est tous là aussi pour apporter quelque chose à l'autre, qu'il ait fait prépa ou qu'il ait fait histoire. Okay. Nous, communicants, voilà. Voilà, ils ne sont pas perdus. Ok. Et on croit fortement, nous, que ce soit dans le groupe Audencia et à Sciencescom, pareil, à la création par l'hybridation des compétences. En fait, la diversité des compétences, c'est celle qui va donner la richesse des contenus et de ce qu'on apporte, au-delà de la technicité. Bonjour, y a-t-il un avantage à candidater en M1 plutôt qu'en M2? Je suis titulaire d'un M1 de sociologie, j'hésite à poursuivre jusqu'au M2, mais j'ai peur que le niveau soit plus élevé au concours. Merci de votre réponse. Est-ce que déjà ce sont les mêmes épreuves qu'on candidate en M1 ou en M2? Alors ce ne sont pas les mêmes épreuves, ce sont des concours différents. Il y a un concours en M1 et un concours en M2. C'est la même nature d'épreuve, mais les sujets ne sont pas les mêmes. Donc les mêmes matières, on va dire, mais des sujets différents, c'est ça? Voilà, il y a une épreuve d'analyse et de synthèse, il y a un test d'anglais, un test de culture générale, mais ce ne sont pas les mêmes épreuves en M1 et en M2. Donc la difficulté est différente aussi, on imagine? La difficulté est différente, oui. Le concours est plus pointu en M2 qu'il l'est en M1, ça c'est clair. Sur ce qu'on attend, c'est normal, on n'est pas au même niveau. Et vous avez combien de places offertes en M1 et combien de places offertes en M2? Alors, on n'a pas un nombre calculé de places ouvertes. On juge, on a des jurys d'admission qui sont constitués de professeurs internes et aussi externes, professeurs des universités, qui vont venir, au vu des résultats du concours des épreuves écrites, déclarer, on décide d'une barre d'admissibilité pour déclarer. Mais on imagine qu'il y a quand même beaucoup moins de places en M2 puisque la promo est déjà constituée pas mal. Oui, c'est une taille, voilà, c'est une taille plus petite. Globalement, sans donner un quota. Voilà, on est en M2, on va être sur un maxi d'une vingtaine de personnes. Voilà, une vingtaine de personnes pour le M2 et en M1, vous prenez combien? En M1, on est sur un groupe qui va être autour de 100-120. Maximum. Oui, donc c'est quand même plus facile. Concrètement, pour répondre à la question, il vaut mieux candidater en M1 qu'en M2. Oui, et puis bien évidemment, on peut intégrer en M2 et on accompagne les étudiants pour qu'ils s'intègrent parfaitement en M2. Mais la logique du parcours pédagogique, elle est construite sur les 2 ans. Ouais, je pense que c'est frustrant d'arriver en M2 parce qu'en fait, le master, il est pensé en 2 ans. Donc, voilà, et on a quand même double chance de stage. On peut partir à l'étranger si on vient de M1. Enfin, il y a plein de choses qui fait qu'il vaut mieux venir en M1. On peut pas partir à l'étranger si on arrive en M2. Non, ceux qui intègrent en M2, ils ont, je dirais, 6 mois, enfin le semestre où les étudiants qui viennent du M1 sont à l'étranger, eux, ils vont avoir un semestre de mise à niveau. Qui dure 6 mois. Qui dure 6 mois. D'accord. Voilà. Et après, ils rejoignent les M2 qui viennent de M1 à partir du mois de janvier. Et question basique, donc pour répondre à l'étudiant de sociaux qui se demande s'il va aller jusqu'au M2, imaginons il poursuit jusqu'au M2, est-ce qu'il peut quand même passer le concours d'entrée en M1 chez vous ou il est obligé de passer le concours d'entrée en M2 chez vous? Non, il choisit de candidater en M1 ou en M2. D'accord.
Bonjour, est-ce qu'on peut vraiment avoir l'université de notre choix pour le semestre à l'étranger en M2? Est-ce qu'il faut parler la langue du pays? Merci de votre réponse. Alors, je peux donner les statistiques puisque là, l'affectation à l'étranger pour les M1, enfin pour les futurs M2 vient d'avoir lieu et 85% des étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix. Parmi les 40 destinations proposées. Comment vous faites cette sélection des gens qui vont avoir les universités qu'ils veulent et ceux qui vont se retrouver dans les 15% de malheureux? Alors, c'est en fonction de leurs résultats. Les règles sont claires d'avance. C'est au vu de leurs résultats sur les partiels qui vont passer à la moulinette de l'affectation. D'accord. Et donc, il y a 85% qui ont leurs 3 premiers choix et plus de la moitié, 55% qui ont leur premier choix. On a plus de propositions d'affectation que d'étudiants. Donc, ça permet de tout le monde part, c'est obligatoire. Tout le monde part et on a des chances d'aller vers un choix qu'on a vraiment fait, quoi. Marion, toi, tu es partie où? Alors, je vais partir. Pour répondre, en plus, ça va répondre à la deuxième question. Je pars en Autriche. Je ne parle pas un traître mot d'allemand. Donc, on peut partir dans un autre pays, dans un pays où on ne connaît pas la langue. D'accord, donc ça pose pas de souci. Ça pose pas de souci. Donc voilà, là on est en préparation, justement d'inscription à nos universités. C'est pendant qu'on est en stage qu'on commence à se préparer pour le départ à l'étranger, qui est pour ma part en octobre. Et quel est l'intérêt pour vous d'envoyer vos étudiants à Perpète-les-Doigts? Qu'est-ce que ça leur donne d'aller faire ce semestre à l'étranger, à part le côté sympa de faire des études à l'étranger? C'est une ouverture énorme sur une autre culture, une autre façon d'apprendre, des rencontres avec des étudiants qui ont d'autres parcours, d'autres backgrounds. C'est d'une richesse incroyable. Ça va sur le plan humain et sur le plan pédagogique et sur le plan des contenus de ce qu'ils vont apprendre. Mais c'est avant tout une expérience humaine. C'est plutôt pour le côté agréable en fait. Ça peut être une réponse valable. Hein. Vous pouvez tout à fait dire on a envie qu'ils s'ouvrent au monde, de leur faire plaisir. Au-delà du côté agréable, hein, qu'on espère tous, hein, c'est d'une richesse en termes d'ouverture. Enfin, en plus, nous, on fait le choix par rapport à d'autres écoles d'avoir une multiplicité des destinations. Plutôt que de dire tous nos étudiants partent dans notre campus à Shanghai ou dans notre campus je ne sais où. Nous, on a fait plutôt le choix à Audencia et à Sciences Com de dire on souhaite que nos étudiants soient parmi les autres. Donc, je crois que vous êtes 3, Marion, à partir en Autriche. On va avoir au maximum 6-7 étudiants dans une même université ou 4-5 dans une même université, de façon à ce qu'ils soient obligés d'aller de vivre cette expérience humaine. Par expérience, 7, c'est déjà pas mal. Ça peut faire un bon petit groupe de Français qui restent entre Français et qui parlent que français. Alors, non, généralement, ça dépend des pays. Il y a des pays, effectivement, si on va à Londres, là, on a forte chance de se retrouver entre Français, parce qu'il y a beaucoup de Français à Londres. En général, on est quand même entre Erasmus, ou au contraire, parfois il y a des populations qui sont tellement ouvertes où on se mélange facilement en population. Après, je pense que partir à l'étranger, c'est un plus sur le CV, et ça, c'est indéniable. Mais maintenant, tout le monde a une expérience à l'étranger sur le CV. Oui, mais du coup, il faut l'avoir aussi. C'est pas parce que les autres l'ont qu'il ne faut pas l'avoir nous aussi. Tout le monde, c'est pas forcément, si je peux me permettre, tout à fait non, mais c'est plus courant, vous avez les étudiants des grandes écoles, on va dire. En tout cas, dans les écoles de communication, on est la seule école de communication à rendre obligatoire ce semestre à l'étranger. Chez nous, il est obligatoire. Tous nos étudiants partent un semestre à l'étranger. Enfin, tous nos étudiants de M1 partent un semestre à l'étranger. Donc, on rappelle pour les étudiants de M2 qui entrent directement en M2, c'est pas possible. Non. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent choisir de faire leur stage de 6 mois à l'étranger. Et on va les inviter à le faire. Ok. Voilà. Puis en sachant aussi que chaque université a sa spécialité à l'étranger. Ça veut dire qu'on va à Shanghai, ça va être spécialisé en art, on va en Pologne, ça va être plus journalisme. Enfin voilà, il y a aussi cette diversité-là qui nous permet de nous spécialiser un peu plus dans nos choix futurs. Alors, question suivante. Je n'aurai qu'une demande, un conseil utile pour l'oral individuel d'admission, s'il te plaît. Alors, tel que c'est formulé, je pense que c'est plutôt à Marion. Alors, toi, du coup, tu es rentrée en cycle bachelor, tu n'es pas rentrée en M2. En cycle bachelor. Ouais, non, pardon.
Du coup, puis une amie vient de rentrer donc en master, donc je sais aussi un peu comment ça se passe en master du coup. Alors dis-nous, du coup, ça sera l'expérience de ton Voilà, ami. du coup, je lui ai donné des conseils aussi. Pour l'oral individuel, je dirais que c'est vraiment pas le plus compliqué. L'oral individuel, c'est ses motivations, c'est ce qui sort de nous. En gros, à Sciences Com, on a enfin, ils sont tous différents, voilà, on est tous différents, on vient de parcours différents. Le principal, c'est la curiosité, montrer qu'on est curieux. Et comment on montre ça envie. concrètement? Est-ce qu'il faut poser des questions aux examinateurs? Est-ce que ça peut être un plus? Non, mais montrer qu'on n'est pas là par hasard, qu'on est là parce qu'on a envie d'être à Sciences Com, parce qu'on a envie de faire de la communication, montrer qu'on n'est pas, voilà, pas là par hasard. Oui, mais du coup, moi, tu vois, je peux arriver et dire oui, je veux faire de la communication. Je vais pas spécialement transpirer la curiosité non plus. Qu'est-ce que... Oui, mais nous, on va creuser. Dans les jurys. Comment vous allez creuser justement? Quel type On de questions va vous allez creuser poser beaucoup de pourquoi. On va demander beaucoup pourquoi pour justement aller à fond dans la compréhension de la motivation. Pourquoi vous voulez faire de la communication? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Et du coup, je pense à la première question qui était si j'ai jamais fait de stage en communication, est-ce que je peux postuler? Donc on va reprendre votre étudiant de philo, il a jamais touché la communication, comment il peut vous convaincre qu'il veut vraiment faire ça alors qu'il connaît pas vraiment ce milieu-là? Pour nous, c'est quand même important. Vous faites la démarche de venir dans une école dans laquelle vous allez passer 2 ans ou 3 ans, de comprendre qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix-là. Nous, on a un parcours qui est agréable, mais qui est aussi compliqué. Hein. C'est pas tous les jours facile. Si on n'a pas cette motivation ancrée au fond de soi, c'est pas évident. Du coup, ça peut être, par exemple, voilà, moi, j'ai jamais fait de stage en com, Oui. mais j'ai un ami de mes parents Oui. qui est communiquant, il m'a parlé de Oui. son expérience, ça m'a intéressé. Ça, c'est valable pour vous? Tout à fait, tout à fait. S'il y a des bonnes raisons, si on se rend compte aussi que la personne s'intéresse par ailleurs dans ses lectures, dans ce qu'elle regarde, au métier de la communication et des médias, voilà, ça c'est une bonne motivation. Voilà, je m'intéresse, je lis, je regarde, je comprends et j'ai envie de savoir, j'ai envie de m'investir dans ces champs-là. Ça, c'est une bonne motivation. D'une manière générale, on va aussi tester la curiosité, mais pas seulement sur les métiers de la communication, mais sur l'ouverture en général. Ah, c'est-à-dire, et il faut lire la presse tous les matins? L'ouverture culturelle, oui, mais aussi l'ouverture aux autres. On est dans des métiers... Ah, donc faire partie d'une association, c'est un plus? Oui, faire partie d'une association, faire des activités collectives, s'intéresser aux autres, quel que soit le moyen. Mais dans nos métiers, comme dans les métiers du management d'ailleurs, on va travailler dans le collectif. Donc l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, c'est une qualité majeure. Donc pour revenir à la question, c'est-à-dire qu'on commence l'oral individuel, on a 2 papiers à tirer, soit une citation, soit une problématique, un sujet. On le prépare pendant une demi-heure et on en parle pendant 5 minutes. Ça permet d'ouvrir aussi à un dialogue. Moi, j'étais tombée sur une citation de Sartre. Voilà, je n'avais pas lu tout Sartre, mais ça permet aussi de voir un peu comment on s'en sort, comment on structure notre pensée, comment on argumente. Ensuite, alors, tu lis beaucoup, tu as lu Sartre, tu lis quoi, etc. Donc, se préparer aussi à ce genre de questions-là. Est-ce que tu as été voir des expos récemment? Bah non, j'aime pas les expos, mais je préfère ça. On peut dire, j'aime pas les expos. On n'est pas obligé de mentir. Enfin, je pense qu'on cherche... Il ne faut surtout pas s'inventer un personnage parce que les jurys qui sont constitués de professeurs de l'école et de professionnels, ils ont vite fait, on a l'habitude de ce genre d'exercice, donc il ne faut surtout pas s'inventer un personnage parce que ça on le voit assez vite au travers de quelques questions, on voit assez vite si... Oui, mais du coup, si moi imaginons, j'aime pas les expos, j'aime pas lire, par contre j'ai une passion dévorante pour le rugby par exemple, c'est pas très culturel, mais ça peut vous intéresser aussi? Tout dépend de la façon dont vous allez... Culture, Oui, et puis tout dépend de la façon dont vous allez l'exprimer. Pourquoi vous aimez le rugby? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sport? Pourquoi celui-là? Non, il n'y a pas de profil type. Voilà, il n'y a pas de profil type. Ça, c'est clair. Okay. Mais la curiosité, les qualités relationnelles, l'esprit critique et la capacité d'analyser et d'argumenter sur un sujet, c'est ça qui va compter. Le fond,
c'est pas, enfin, bien sûr, il ne faut pas raconter n'importe quoi et des choses qui ne tiennent pas la route, mais on ne va pas s'intéresser, on ne va pas juger, on c'est va pas un voilà, examen de vérification. il n'y a de pas des connaissances, choses, quoi. voilà, il n'y a pas de choses bonnes et de choses pas bonnes à dire. C'est la façon dont on va les justifier, les présenter qui nous intéresse plus que. Alors, faut-il avoir choisi sa spécialisation avant même l'entretien d'admission? Je sais que je veux travailler dans la communication, mais franchement, entre les médias, les marques ou la communication corporate, je ne m'y connais pas assez pour faire un choix. Merci d'avance. Donc, bien évidemment, on peut y avoir réfléchi, mais on ne va pas demander de réponse sur le choix de sa spécialisation dans les premières semaines. Vous allez quand même poser la question. Pas dans les premières semaines. Dans les premières semaines, on va faire réfléchir les étudiants. Enfin, on va amener aux Pas pendant l'oral d'admission, je veux dire. Non. Ça, c'est pas abordé à ce moment-là. C'est lors des séminaires d'intégration où on va justement ouvrir sur les métiers avec des témoignages, des présentations sur les différents métiers et sur les différentes spécialisations, de façon à justement créer cette ouverture, donner les bons éléments sur les différents sujets, donner des exemples concrets de diplômés, de partenaires de l'école. Vous les faites venir, les On les diplômés? fait venir, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences qui sont présentées aux étudiants, de façon à ce qu'ils puissent mûrir leur projet. Et ils choisissent à quel moment? Alors en M1 c'est dans les premiers mois. Dans les premiers mois, le temps justement d'avoir fait ses choix, je pense que c'est dans au du deuxième premiers mois, ouais, voilà, du deuxième mois. Il ne faut pas se stresser pour ça. Toi, tu as choisi quoi, par exemple? Moi, j'ai choisi com de marque. C'est pas évident pour tout le monde parce que voilà, après Sciences Com est là aussi pour nous expliquer la différence entre une com de marque, une com institutionnelle et les médias. Voilà. Pour nous expliquer la différence de métier aussi, mais ça ne nous bloque pas. C'est pas parce que je vais choisir médias que je vais travailler dans les médias. Voilà, ça détermine notre affinité plus tard. Les matières ne sont pas spécialement les mêmes, les projets ne sont pas spécialement les mêmes. Justement, c'est quelle proportion des cours qui sont consacrés à cette spécialisation par rapport au tronc commun, environ? Environ 40%, j'ai envie de dire. Ouais, 40% de spécialisation et 60% de tronc commun. Parce que ça reste très généraliste. T'as voulu dire superficiel, là, non? Ouais. Non, j'allais dire super. C'est très généraliste. On voit plein de métiers. Est-ce que c'est un vernis, finalement? Puisque superficiel, c'est un peu péjoratif, mais c'est un vernis. Non, pas du tout. En fait, disons qu'on on a un tronc commun où justement on voit plein de métiers, on voit aussi du marketing, on voit de la stratégie, etc. On voit aussi tout ce qui est les logiciels InDesign, enfin de la production pure. Et derrière, on a une partie de spécialisation qui nous permet de voir, grâce au stage aussi, de voir si on est fait pour ça ou pas. D'accord. On peut choisir le stage dans une spécialisation différente. Par exemple, si j'ai fait communication de marque, je ne suis pas obligée de faire un stage en communication de marque. Alors c'est mieux pour la cohérence de son projet professionnel. Après, c'est un choix personnel aussi. Après, on laisse un degré d'ouverture au travers les électifs, par exemple. Hein, on a un certain nombre d'électifs et on peut constituer des parcours au travers des électifs en combinant un certain nombre d'électifs. Donc, ce n'est pas une spécialisation d'un bloc Voilà, donc on a les spécialisations, sachant qu'on laisse relativement ouvert parce que les métiers évoluent et qu'aujourd'hui, les frontières ne sont plus aussi nettes qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années entre la communication de marque, la communication institutionnelle, les médias. Beaucoup de marques deviennent des médias, hein, des producteurs de contenu. Par ailleurs, les médias sont aussi des marques. Donc voilà, les frontières entre com de marque, com institutionnel, médias sont plus si nettes qu'elles l'étaient. Donc voilà, on a des spécialisations parce que c'est important de construire la cohérence de son parcours et d'avoir un certain niveau d'expertise. Mais c'est pas enfermant, quoi. Mais c'est pas enfermant. Ok. On passe à la question experte. Alors, question experte. Le cycle master de Sciences Com est le seul diplôme en communication et médias d'une école à bénéficier du visa Bac+5 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vraiment? Et le CELSA?
Alors, le CELSA, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais le CELSA, c'est pas une école. Le CELSA est rattaché à l'université Panthéon-Sorbonne. Moi, j'ai envie de dire, justement, c'est une université. Ça veut dire que c'est 15 fois moins cher. Alors, si c'est le prix qui est le facteur de votre décision, on peut entendre cet argument-là. Si je regarde à la fois le prix et l'aspect reconnaissance sur lequel vous insistez, puisque ça c'est une citation extraite de votre site, oui. Donc vous dites on est la seule école reconnue, ça peut porter à confusion. Il y a aussi le CELSA, le prix est moins cher, donc pourquoi gérer à Sciences Com? Je reviens sur mon introduction, parce que Sciences Com arrive, et c'est le seul établissement dans son genre, à faire cet équilibre entre l'académique et le professionnel. Je dirais que par rapport au CELSA, on a le visa du ministère qui garantit la qualité académique de nos programmes. Comme au CELSA, on a des enseignants-chercheurs. Comme au CELSA, on a des laboratoires de recherche. Donc, on produit aussi de la connaissance qu'on va diffuser dans nos formations. Donc, on garantit un bon niveau académique. Mais par ailleurs, je dirais plus qu'au CELSA, si je peux me permettre, on attache énormément d'importance au côté professionnalisant de nos formations. Et c'est-à-dire concrètement, la différence avec le CELSA sur ce côté professionnalisant, qu'est-ce que c'est pour moi étudiant? Alors, je le vois. Intégré à la pédagogie, tout à l'heure Marion en a parlé, on a ce système par exemple de micro-agences, c'est-à-dire qu'au cours du cycle à Sciences Com, on va avoir un certain nombre de micro-agences, 3 exactement, des micro-agences études, des micro-agences plan de communication et des micro-agences stratégie de communication. Ce sont des entreprises, des vraies entreprises qui viennent proposer aux étudiants des vraies problématiques de communication. Elles vont leur donner leur propre sujet, leur donner des éléments et les étudiants vont plancher par petits groupes sur leur sujet. Donc, on a ce système de micro-agences et puis on a des projets qui sont transversaux. Dans le bachelor, par exemple, on a une campagne solidaire, donc ça va être pour la banque alimentaire, ça va être pour la Croix-Rouge. On va faire un projet réel, mais c'est l'entreprise ou l'institution qui va donner ce projet aux étudiants sur lequel ils vont plancher. On a aussi des applicatifs sur la veille, parce que dans nos métiers de la communication... C'est-à-dire, vous leur dites aller sur Internet et regarder Google? Non, c'est des vraies entreprises, des vrais partenaires qui viennent confier à nos étudiants des sujets de veille qui les préoccupent et elles n'ont pas forcément le temps ni les ressources. Ce sont des projets rémunérés? En tant qu'étudiant, on fournit un service à une entreprise qui en a besoin. Est-ce que c'est rémunéré? Alors, c'est pas rémunéré pour les étudiants, c'est pas rémunéré. Ça fait partie de la pédagogie et puis c'est pas le travail d'une agence. L'entreprise, elle va partir avec des éléments qui sont extrêmement intéressants. Souvent, ils repartent avec des étoiles dans les yeux parce que ça leur a donné beaucoup d'idées. Derrière, soit ils vont piocher dans les idées et faire eux-mêmes. C'est pas un projet fini qu'on va C'est pas un projet d'agence. On ne Okay. se substitue pas à l'agence, Okay. mais on fait travailler nos étudiants sur le mode agence. Voilà, donc je dirais il y a tous ces projets par rapport à l'université. On a énormément de projets en co-construction avec nos partenaires, entreprises, institutions, des startups aussi qui proposent des projets de réflexion. Et puis, on a aussi ces périodes de stage. Le stage, pour le coup, on peut aussi en faire à l'université. Mais Marion, est-ce que toi, tu t'es posé la question au moment Moi, de chercher ton école? Moi, j'ai postulé au CELSA aussi. J'ai postulé au CELSA et à Sciences Com. Sans avoir fait de porte ouverte. Moi, j'étais encore à Nantes. Étant parisienne, mais bon, je faisais mon BTS à Nantes. Je me suis dit, pourquoi pas revenir sur Paris. Effectivement, le budget était là aussi. Mais pour moi, le CELSA, c'était trop grand, trop universitaire. J'avais besoin de projets concrets, beaucoup plus que des stages. Finalement, les stages, toutes les écoles en proposent, le CELSA en propose aussi. J'avais des amis qui étaient à Sciences Com et ils faisaient tout le temps des projets qui étaient très très concrets. Donc pour eux. Ça, c'est toi qui as fait la différence. Et je voulais pas être dans une école qui ressemblait à une université, enfin d'ailleurs qui était des universités. Je voulais vraiment une école à taille humaine où tout le monde se connaissait et pas quelque chose de froid. Voilà. Okay. Un des atouts aussi par rapport au système universitaire, c'est que on met en place un accompagnement personnalisé de nos étudiants. C'est-à-dire qu'on a on aura l'occasion de revenir sur ça dans la suite des questions. D'accord.
Bonjour, je voudrais savoir quelle proportion de cours il est possible de suivre en anglais. Donc, on a un certain nombre de cours. Alors, je ne saurais pas exactement vous dire le nombre d'heures, mais dans notre processus d'échange, nos étudiants partent tous à l'étranger, mais ça veut dire que nous, en échange, on accueille aussi des étudiants étrangers. Ça veut dire qu'il faut qu'eux, ils puissent se suivre également des semestres complets en anglais. Donc c'est possible pour moi, étudiant français à Sciences Com, même de suivre un semestre complet 100% en anglais. Oui, vous avez la possibilité. Chaque semestre, c'est 30 crédits. Une année M1 ou une année M2, c'est 60 crédits. Vous pouvez obtenir 30 crédits durant chacun des semestres, 30 crédits en anglais en semestre fall ou semestre spring. Voilà, D'accord. Donc, et ça fait partie du deal puisqu'on fait des échanges avec nos partenaires étrangers. Et ce parcours, donc ce semestre entièrement en anglais, c'est pour toutes les spécialisations, pour la communication corporate, pour la communication de marque. Et le troisième, Média, merci. Voilà. On peut pas faire l'intégralité d'une spécialisation en anglais. On va pouvoir faire un parcours en anglais, mais on va pas pouvoir faire une spécialisation complète en anglais. C'est-à-dire, par exemple, on prend la spécialisation corporate, Oui. ça veut dire que les 40% de mes cours spécialisation sont en français, et par contre le reste, je peux le faire en anglais. Il y a des cours dans la spécialisation qui vont être en anglais, mais pas tous les cours. Tous les cours de l'aspect sont pas disponibles en anglais. Il y a une partie des cours qui va être en anglais, mais pas toute la spécialisation en anglais. D'accord. Donc on va faire des cours fondamentaux. Ouais. Voilà. Les 30 crédits, il y a une partie de cours fondamentaux et une partie de cours de spécialisation. Mais pas la spécialisation complète, c'est pas encore possible. Et pour suivre ces cours en anglais, c'est ouvert à tous ou il faut avoir un certain niveau ? Il faut avoir un certain niveau. Oui. En fait, théorie, Sciences Com nous propose, donc on peut tous postuler. Oui. Après, on postule, donc il y a quand même une sélection. On postule, enfin, on dit oui, moi j'aimerais bien le faire, etc. Donc on remplit un papier en disant je suis là, j'aimerais bien le faire. Après, les places sont limitées aussi. On ne peut pas faire une grande classe en anglais. Il y a les Erasmus qui sont là, etc. Donc, je dirais pas c'est les meilleurs, mais ils ont quand même tous un bon niveau en anglais. Ils sont déjà tous passés un semestre à l'étranger dans leur formation. Pas forcément. En M1, non. Pas forcément. Oui. Pas forcément. En M1, ils ne sont pas encore allés à l'étranger. Non, dans leur formation antérieure, pour ceux qui il y en a qui viennent. Oui, il y en a, mais pas tous, non. Il y en a qui naturellement. On peut se débrouiller avec un niveau académique sans avoir vécu à l'étranger. On a quand même une chance d'accéder à ces cours en anglais. Oui. D'accord. Pour l'épreuve de culture générale, conseillez-vous de ficher Le Monde tous les jours pendant un an à l'avance, comme pour les concours de journalistes? Merci à vous. Ah non, je dirais pas à ce point-là. En fait, l'épreuve de culture générale, donc est-ce que c'est la même, c'est le même genre que ce que tu as passé toi ou pas? Ouais, alors l'épreuve de culture générale, c'est un QCM. Donc il y a plein de sites, il y a des bouquins de culture générale, ça passe de l'année de naissance de Mickey à Jeanne d'Arc, il y a de la géographie, il y a plein de choses. Donc non, c'est pas de l'actualité en soi, c'est tellement large. Toi, tu t'étais préparée comment pour cette Alors moi, épreuve? du coup, j'avais été sur le site de l'étudiant. Et puis j'avais fait des tests de culture générale, voilà. Juste ça, juste des tests à répétition, t'avais pas lu spécialement? Non, après c'est sa propre culture. Enfin, par exemple, il y a quelqu'un qui va être bon en cinéma, tant mieux, pas bon en histoire, mais ça s'équilibre aussi. Enfin, chacun a sa propre culture générale. Bon, les tests, moi j'avais commencé à faire les tests de l'étudiant 3 mois avant pour voir le genre de questions qui se posaient, mais voilà, c'est un test de culture générale, c'est pas un test de suivi de l'actualité. Donc c'est intéressant de suivre l'actualité parce qu'il y a aussi des questions sur l'actualité. Enfin, il peut y avoir des questions sur l'actualité, mais pas uniquement. Je dirais que là aussi, ce qu'on va chercher, c'est la curiosité. Parce qu'on peut être très curieux, mais si on n'a pas, comme moi, la mémoire des dates, l'année de naissance de Mickey ou Jeanne d'Arc, si on est curieux, on a des repères. Enfin, je veux dire, c'est des QCM. On ne va pas vous dire quelle est l'année de la naissance de Mickey et puis vous laissez le blanc. C'est pas une année près. Hein. C'est quand j'avais justement l'année de naissance de Mickey, c'était 1967. Il y avait vraiment des gros écarts. Il y avait une grosse marge. Oui. Donc ça demande de la réflexion,
esprit critique. On se retrouve. Ouais. Et est-ce qu'il y a une stratégie particulière qu'on peut appliquer pendant le QCM? Est-ce qu'il vaut mieux répondre à quelque chose qui t'a se trompé ou est-ce que ça enlève des points? Il y a des points négatifs sur les mauvaises réponses. Donc il vaut mieux, la stratégie, c'est quand on n'est vraiment pas sûr, il vaut mieux pas répondre. Et ça va pas faire mauvaise impression si on n'a pas répondu à beaucoup de questions? C'est vraiment au point, quoi. C'est au point, hein, donc si on a une mauvaise réponse, on a des points négatifs. Donc non, vaut mieux, comme dans la vraie vie, hein, de toute façon, c'est ce que vous nous avez invité à faire tout à l'heure, c'est-à-dire si on ne sait pas, on ne sait pas. Plutôt que d'embourber les gens ou d'être malhonnête, il vaut mieux pas répondre. Ok. Bonjour Madame Crespel, je suis allée sur votre site et j'ai lu exemple de stage chef de projet digital chez Avasport Entertainment. Chef de projet, ce n'est pas plutôt un emploi qu'un stage. Vous permettez ça? Elle marque un point là, non? Elle marque un point. Bah, chef de projet digital pour un stage, ce serait plutôt un Alors premier emploi. après, faut creuser sur quelles sont les missions qui sont affectées à ce stage, quoi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, chef de projet digital? Est-ce que c'est seul, il est seul en tant que chef de projet, ce qui m'étonne. Enfin, on ne confie pas un stagiaire. Parce que c'est apparemment ce qui est écrit sur votre site. Alors, est-ce que c'est juste un titre ronflant pour un stage On peut lui avoir donné ce titre, mais il n'est pas forcément seul à effectuer cette mission-là. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est l'entreprise en général qui donne ce titre-là. Il y a des agences qui décident de mettre chef de projet junior. Ou et donc ça veut dire stagiaire. Chef de projet. Oui. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un chef de projet qui va piloter le stagiaire. Mais il y a des agences qui vont dire, bah non, tu es avec moi, tu travailles avec moi, je te mets sur ta convention au chef de projet. Voilà, donc je pense que c'est l'entreprise qui a voulu ça plutôt que... Et quel type de mission on peut se retrouver à faire en agence, en stage, donc quand on est stagiaire? Alors, j'ai fait de l'agence, hein, maintenant je me suis tournée vers l'entreprise à force d'expérience. En agence, c'est des suivis de dossiers. Après, ça dépend de la longueur de stage. Si on vient en bachelor, on a 3 mois. On a moins de responsabilités que si on vient en master et qu'on a 6 mois. C'est des suivis de dossiers, c'est-à-dire qu'on va aider le chef de projet sur la stratégie du projet de l'entreprise, de la production, les recommandations face aux clients, faire du benchmark, etc. La veille. De la veille. Donc c'est vraiment travailler de pair avec le chef de projet pour apporter une réponse créative. Et donc en cycle master, c'est à quel moment qu'on fait son premier stage? Alors là, du coup, on a commencé en mars et on finit en août pour normalement commencer en septembre-octobre à l'étranger. Et est-ce que ceux qui intègrent Sciences Com en cycle master, donc avec une formation antérieure qui n'est pas de la communication, philo, sociaux, n'ont pas du mal à trouver des stages intéressants, les mêmes que ceux qui ont fait de la com depuis des années? Est-ce qu'ils en sont vraiment au même point? Est-ce qu'ils peuvent vraiment mener les mêmes missions? Le stage se démarre en mars, hein, donc ils sont rentrés en septembre, donc ils ont eu l'occasion de travailler. C'est suffisant d'avoir ces quelques mois? C'est une première étape. Ils auront un deuxième stage de toute façon au cours de la deuxième année. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment accès exactement aux mêmes missions dans les faits, concrètement? Dans les faits, moi je suis pas consciente de différence. Ils ont aussi déjà acquis une certaine expérience au fil c'est plus de 6 mois, hein, c'est un semestre et demi qu'ils auront passé à l'école au travers des différents projets sur lesquels ils auront pu s'investir. En général, ils vont s'investir davantage parce qu'on a des projets qui sont obligatoires comme les micro-agences dans la scolarité, mais on a plein d'appels à projets. On est très sollicité par les entreprises et institutions partenaires pour que nos étudiants les accompagnent sur la réflexion sur des projets. Donc on propose aussi de nombreux appels à projets qui sont sur la base du volontariat. Par exemple, Marion a fait le défi de l'Express. C'est un projet qui est aussi sur la base du volontariat. Donc ces étudiants-là, ils vont s'investir davantage sur les projets qui leur sont proposés. Après, on a 1500 offres de stage
pour... non mais voilà, ce ne sera pas leur première expérience concrète de communication. Ouais, moi je me souviens quand on était... Enfin, je suis rentrée en bachelor, il y en avait qui n'avaient pas fait de communication, pareil pour le master. Comme disait Madame Crespel, tous les projets qui sont faits avec les entreprises permettent d'alimenter son CV en communication. Plus tous les bénéfices d'être venu, de venir d'université ou de philo, etc. Donc on ne vient pas en stage sans bagage. Okay. On peut dire, moi j'ai fait tel projet avec telle marque, on a quand même un bagage derrière qui nous légitime à ce stage-là. D'accord. Alors, j'ai quelques craintes par rapport à l'entretien collectif qui, je trouve, repose beaucoup sur la personnalité des autres candidats de notre groupe. Si on se retrouve avec des grandes gueules, on n'a pas les mêmes chances que dans un groupe plus équilibré. N'est-ce pas risqué? Alors, ma réponse, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas parce que... N'est-ce pas risqué d'en faire une épreuve décisive à l'admission? C'est la suite de la question. Alors, d'abord, c'est une des 3 épreuves de l'admission. Hein. On a l'entretien individuel qui a le plus gros coefficient sur l'oral. L'entretien collectif a un coefficient qui est égal à l'entretien, au coefficient de l'entretien d'anglais. Donc c'est pas voilà. Si on tombe sur des grandes gueules, on peut se rattraper en étant bon en anglais. C'est peut-être les grandes gueules qui vont prendre une mauvaise évaluation, et puis la personne qui va savoir intervenir de manière pertinente au bon moment. C'est pas parce qu'elle va intervenir que 3-4 fois alors que les grandes gueules auront occupé 60% du temps de parole que la personne va être moins bien évaluée que ceux qui ont beaucoup contribué. On a un certain nombre de critères sur lesquels on va évaluer les étudiants, et que ce soit le comportement par rapport aux autres, l'écoute, la pertinence des interventions. C'est pas le temps de parole qu'on évalue pour répondre à la question, c'est absolument pas le temps de parole, c'est la pertinence, le respect des autres. Mais justement, c'est difficile quand on est face à quelqu'un qui prend beaucoup de place et qui prend beaucoup de temps de parole d'être pertinent. On peut aussi se sentir écrasé. Marion, toi, tu l'as passé cette épreuve? Oui. Est-ce que tu aurais un conseil pour éviter ça, justement? J'ai eu des grandes gueules dans mon oral collectif. Et en fait... il y en a, alors il y a des très timides qui sont dans ma promo maintenant aujourd'hui, qui ont été pris parce que justement à un moment donné ils sont révoltés en disant bah non, ils ont dit à la grande gueule bah non je suis pas du tout d'accord avec toi, et ils ont eu le temps de mûrir la réflexion, de voir ce que tout le monde disait et puis de dire et d'analyser le problème qui se posait, justement de pas réagir à vif. C'est justement de se poser en disant « Ouh là là, lui il a dit ça, est-ce que je suis d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui, tiens j'interviens, je suis pas d'accord avec lui, je nuance. » On peut toujours rebondir. Et puis, donc une bonne stratégie, ça peut être de ne rien dire au début pour ramasser des arguments et là d'arriver de faire trouver le moment pertinent, le bon moment pour apporter du contenu, de l'ouverture. Et de toute façon... je veux dire, la stratégie de l'occupation du temps de parole, c'est pas une bonne stratégie. Hein. S'il y a un conseil à donner, c'est pas une bonne stratégie. Si on a des choses pertinentes à dire, il faut les dire, mais si c'est pour occuper le temps, c'est pas... Est-ce qu'on peut vraiment mettre les pieds dans le plat si vraiment on tombe sur on n'a pas de bol, on tombe sur vraiment quelqu'un qui parle tout le temps? Est-ce qu'on peut dire excuse-moi, j'aimerais intervenir, mettre les pieds dans le plat comme ça c'est possible, c'est bien vu? Oui, ça fait, enfin, bien vu, il n'y a pas de choses bien... Il y a encore une fois, comme à l'entretien individuel... Vous avez quand même des critères, vous disiez. Oui, mais les critères, ça va être la pertinence de l'intervention, l'ouverture, l'écoute, l'intégration dans le groupe. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a pas de... C'est dans le respect des autres. Et dans la logique du sujet, quoi, dans la contribution à l'intérêt du sujet. Moi, je l'ai vu à l'oral, quelqu'un lever la main en disant « excuse-moi ». Non, enfin, il n'y a pas de souci, il faut justement pas s'imposer, mais quand même prendre la parole et puis dire pardon. Voilà, on peut le dire, mais on met les formes, quoi. On reste respectueux. En restant diplomate, tout à fait. Voilà, pour nous, on a choisi d'intégrer cette épreuve d'entretien collectif parce que, comme le disait Marion, intégré à la pédagogie, on a beaucoup de projets sur lesquels il va falloir travailler en collectif. Et pourquoi on a cette pédagogie qui repose beaucoup sur du projet collectif? Parce que dans la vraie vie,
la vie professionnelle à laquelle on prépare nos étudiants, et en particulier dans nos métiers de la communication, on va être en interaction avec des collègues divers et variés. Donc, dans la vraie vie, on le sait tous, hein, pour nous qui travaillons depuis quelques années, il y a des grandes gueules, il y a des gens timides, et que c'est cette capacité à interagir avec des gens différents qui crée la richesse des projets qu'on mène. On va passer à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée. Il manque vous avez, je pense. Ah oui, vous avez 2 minutes pour trouver le nouveau slogan de Sciencescom. Quelque chose qui claque. C'est parti. Ah. Alors, Marion. Et vous êtes une école de communication. Vous devez trouver des Épreuve slogans. de créativité Exactement. en fin de journée, là. Ah, c'est compliqué la fin de journée. Moi, j'ai envie de dire, et c'est ce sur quoi on travaille, Sciencescom, l'école, facilitateur de la co-création. La co-création. C'est bien un terme de communicant, ça, la co-création. Voilà, voilà, moi je dirais ça, Sciencescom, le facilitateur de la co-création. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par co-création? Donc, ça, c'est pour le côté qui claque, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Derrière, et c'est très fortement dans l'ADN de Sciencescom, c'est que on est plus riche ensemble, à construire ensemble, que tout seul dans son expertise. Vous voyez, donc c'est les projets de groupe, c'est ce voilà, dont vous aviez parlé. C'est avec les entreprises ou les institutions partenaires, avec les acteurs, et il y en a beaucoup à Nantes, on a beaucoup de chance, du numérique, avec les établissements d'enseignement supérieur qui sont autour de nous. On mène des projets à l'intérieur d'Audencia et aussi avec l'alliance à laquelle Audencia appartient, avec des ingénieurs, avec des designers, avec des élèves des beaux-arts, avec des élèves de l'école d'archi. C'est co-créer, faire ensemble. Par exemple, si on prend un projet donc, de design ou d'architecture, est-ce que Marion, tu as eu l'occasion concrètement au cours de ta scolarité de rencontrer des designers, des architectes pour créer quelque chose à plusieurs? Alors après, ça dépend des années. Chaque année, il y a un projet et des entreprises qui viennent. Moi, dans mes promotions, j'ai pas eu cette occasion-là. J'ai l'occasion dans le stage que je fais, parce que je suis à l'Institut français du design. Donc, je vois totalement ce que veut dire Madame Crespel. Effectivement, moi, je suis dans le pôle communication et de mission, donc développer des projets. Des projets que je travaille en partenariat donc avec des designers et des architectes. Ok. Voilà. Mais les projets changent tous les ans, donc on n'est pas garanti d'avoir un projet de design. Toutes les entreprises ne vont pas venir tous les ans pour demander la même chose. Elles ont des problématiques à un instant T et elles qui viennent vont nous demander voir. des compétences différentes. On travaille par exemple sur des projets en coopération avec des ingénieurs et des designers. Et ça revient tous les ans. C'est plutôt destiné aux étudiants qui suivent la spécialisation média, qui sont des projets applicatifs sur le data journalisme. Ah oui. Et donc là, ce sont des médias ou des entreprises qui viennent briefer des groupes d'étudiants constitués d'ingénieurs, de designers et de communicants sur une problématique avec des datas qui leur sont fournies. Et l'exercice qui est attendu, c'est à partir de ces datas, de les analyser, de les structurer, de les visualiser et derrière de les communiquer. Voilà, donc on essaye de multiplier les projets qui vont combiner ces expériences. Ok. Bonjour, j'ai 2 questions très chiffrées pour vous, Madame Crespel. Quel est le taux d'insertion de vos étudiants sur le marché du travail et quel est leur premier salaire? Merci à vous. Alors, le taux d'insertion, ça fait partie des points forts de Sciencescom par rapport
aux écoles de notre secteur. Sur les 5 dernières années, on va être sur un taux d'insertion à 6 mois entre 85 et 90%, ce qui est une belle performance dans les métiers de la communication et des médias. Et les 15 à 10% restants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un peu plus de temps à s'insérer. Par exemple, en 2013, qui est une année, c'est la dernière enquête, parce que tous les ans, au mois de juin, donc là on va la lancer, on fait une enquête d'insertion à plus de 6 mois. La dernière année en 2013, qui est une année un peu compliquée sur le plan économique conjoncturel, on avait 85% d'insertion à plus de 6 mois. Du coup, on a refait une enquête un an après. Là, on a refait une enquête à 1 an. Et là, on avait 3% d'étudiants qui étaient toujours en recherche. Mais ça, c'est comme les taux de chômage à 4 ou 5%. C'est normal. Oui, de toute manière, c'est toujours très suspicieux d'avoir 100% d'insertion. Voilà, parce qu'il y a des étudiants qui cherchent un métier bien précis et qui ne sont pas prêts à des concessions, même au bout d'1 an de recherche, quoi. Et du coup, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce que l'école leur offre comme aide, comme soutien? Est-ce qu'on est complètement rayé de la carte quand on sort de l'école, ou est-ce qu'on peut toujours s'appuyer sur Sciences Com? On peut toujours s'appuyer sur Sciences Com, c'est notre mission. On est là tout au long de la vie de nos diplômés. Et concrètement, comment ça se passe? Concrètement, on a beaucoup d'offres d'emploi qui nous arrivent directement à l'école et qu'on fait circuler auprès de notre réseau de diplômés. Donc, on a un outil qui s'appelle My SciencesCom Network, mon réseau SciencesCom, dans lequel sont intégrés nos diplômés. On a aussi une page Facebook, on a aussi une page sur LinkedIn. Voilà, et on fait circuler. Nos diplômés nous envoient des offres d'emploi, les entreprises partenaires nous envoient des offres d'emploi. Voilà, on est très actifs, très moteurs sur l'accès à l'emploi de nos étudiants. Pour répondre à la deuxième partie de la question, le salaire moyen? Oui, alors la dernière enquête sur les étudiants justement à plus de 6 mois, elle date de 2013, donc on était sur un taux moyen de 28 000 € premier salaire, sachant qu'il y a des écarts types qui sont très élevés. D'accord. Alors, pourquoi n'est-il possible de suivre que la spécialisation en communication digitale pour l'apprentissage? Pensez-vous bientôt ouvrir l'apprentissage à d'autres spécialités? Alors, concernant l'apprentissage, c'est une bonne question. Ça ne dépend pas de nous, hélas. C'est le conseil régional qui décide du nombre de places d'apprentissage affectées dans les écoles. On imagine que vous pouvez quand même faire un dossier pour essayer d'augmenter ce nombre de places allouées on essaye en permanence. On essaye en permanence. Mais ce ne sera pas pour la rentrée prochaine? Pour l'instant, le conseil régional nous a autorisé à 15 places d'apprentissage. Point. Et donc elles sont toutes réservées à la spécialisation communication digitale? Oui, elles sont toutes réservées à cette spécialisation. On a décidé de teinter cet apprentissage parce qu'on avait des besoins et des demandes d'entreprises plus spécifiques dans ce domaine. Donc on a teinté cette filière apprentissage stratégie digitale. Si on le pouvait, pour répondre à notre interlocuteur, on multiplierait bien évidemment et du coup, les cursus en apprentissage. Et donc on le réserve effectivement à nos étudiants qui étaient, comme on n'a que 15 places, on en donne l'exclusivité aux étudiants qui étaient déjà à Sciences Com en M1. Ah, déjà à Sciences Com en M1, c'est-à-dire que si j'arrive en M2, c'est pas la peine pour moi. Par contre, si j'entre directement en M1, est-ce que ça commence tout de suite dès C'est la le rentrée? M2, c'est juste l'année de M2. C'est l'année de M2 qui est en apprentissage. C'est pour l'instant ce à quoi on a droit. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant au cours de l'entretien d'admission en M1? Dire, voilà, moi, je suis particulièrement intéressée par l'apprentissage. Est-ce qu'il faut arriver déjà avec une entreprise qui est prête à nous prendre? Comment ça se passe? On peut le dire pendant l'entretien, ça peut être un choix. Alors, il faut que ce soit un choix et sur le mode de formation et sur la spécialisation en question. Il faut être intéressé et motivé pour le sujet du digital. Après, sur la recherche d'entreprise, c'est aussi la mission de l'école, c'est-à-dire que nous, un étudiant, on a tous les cas de figure, des étudiants qui arrivent avec une proposition d'entreprise sur de l'apprentissage, mais on a aussi, nous, des demandes
Donc vous pouvez aider à placer vos étudiants. Oui, bien évidemment. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi, un des atouts de l'école, c'est de faire partie du groupe Audencia. Et aussi d'avoir, en termes de partenariat entreprise, une grande ouverture sur le réseau de l'ensemble du groupe. Et c'est quel rythme d'alternance entreprise-école? Alors, ils viennent un jour par semaine, ils viennent le vendredi. À l'école? Oui, ils viennent le vendredi à l'école pendant 12 mois, pendant un peu plus de... Alors, je ne me souviens plus de la durée complète. Donc, c'est toujours le même rythme, par Voilà, contre. c'est tous les vendredis. Et puis, il y a des périodes où ils vont être sur des durées plus longues, de 1 à 3 semaines, uniquement à l'école. Uniquement à l'école. Voilà. Okay. À vérifier exactement le rythme sur le site, mais c'est exact, c'est ça. Hein, c'est un jour par mois pendant un certain nombre de temps et des semaines en résidentiel. Ok. Si tu devais me décrire l'ambiance à Sciences Com en 2 mots, que me dirais-tu? Deuxième question, comment se passe l'intégration quand on n'est pas breton? Je pense que c'est encore une question pour Marion. Oui, alors en 2 mots, Sciences Com, je dirais studieux. Oui, ça travaille. Premièrement, parce que l'école est ouverte jusque tard, donc c'est-à-dire jusqu'à 23h, donc c'est pas rare qu'on reste jusqu'à 23h. D'accord. C'est quelque chose à prendre en compte. Par plaisir. Ah, vraiment? Oui, parce que c'est des projets, en général, si on reste à 23h, on est motivé, on est en équipe, c'est très bon enfant, on sait qu'on a la présentation le lendemain, donc on reste. Et enfin, quand on est à Sciences Com, je pense qu'on n'est plus au lycée, on aime ce qu'on fait, donc ça, en général, même si c'est fatigant, on aime quand même voir le projet aboutir. Deuxième mot, je dirais famille. Je dirais famille parce que, petite école, mais ça ne veut pas dire forcément bonne ambiance. Et pourtant, on a de la chance d'avoir une très 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 bonne ambiance à Sciences Com. C'est quoi une bonne ambiance? Tout le monde se fait des bisous? Alors, une bonne ambiance à Sciences Com, ça veut dire que on a une relation assez proche entre les promos. Tu viens de bachelor, c'est pas parce que tu es jeune, voilà, j'ai 24-26, que je vais pas te parler. On a un BDE qui est génial et qui permet justement d'intégrer tout le monde, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes, etc. Okay. Et on le voit dans les projets en équipe, mais c'est ça aussi qui nous aide, parce que comme on a des projets en équipe aussi souvent, on rencontre tout le monde. Et du coup, pour la deuxième partie de la question qui était quand on n'est pas breton, c'est vrai qu'on connaît pas forcément. Moi, j'étais pas bretonne, hein. Je suis parisienne à la base. Donc, quand on n'est pas breton, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de bretons et de Nantais à Nantes, à Sciences Com. Il y en a, mais il y en a qui. C'est pas la majorité? Aujourd'hui, 20% de nos diplômés sont en Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'on a plus de 55% des diplômés qui sont en région Paris, région parisienne. Donc ça c'est après, une fois diplômé. Sur la provenance, il y en a qui viennent de Vendée, beaucoup viennent de Vendée. Ouais, on a, je pense, une moitié, j'ai envie de dire une moitié des étudiants à vérifier, mais une moitié des étudiants qui viennent du Grand Ouest. Et puis après, une bonne partie qui vient de Paris, région parisienne. Okay. Et puis d'autres, Lille, Lyon. Donc pas d'inquiétude. Voilà, tu n'es pas obligé de parler breton. Bonjour, je suis assez intéressée par votre parcours communication politique. Avez-vous un retour sur les débouchés de vos diplômés? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, on a un parcours communication politique, effectivement, qui est, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut choisir des électifs qui permettent de teinter, au-delà de sa spécialisation, son parcours. Donc, on a le tronc commun, ensuite on a la spécialisation et ensuite on a le parcours. On peut créer des parcours, voilà, en combinant des électifs qu'on recommande, voilà, qu'on teinte pour aboutir à ces parcours. Alors, les débouchés, j'ai pas de statistiques particulières. Je pense juste là à un de nos diplômés, promo, enfin il y a 4-5 ans, qui va faire la campagne digitale des régionales pour un des candidats. Alors ça se trouve dans la région Pays de la Loire. Okay. Voilà, donc on a effectivement des diplômés qui derrière vont travailler sur la communication politique. Vous dire le pourcentage, j'ai pas les chiffres. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est face à des gens issus de Sciences Po qui trustent ces postes-là depuis des
des années, quelle réelle chance il ou elle a de travailler vraiment dans la communication politique en passant par ce parcours, donc qui n'est qu'une partie en plus de sa formation. Alors, si vous le permettez, la formation de Sciences Po, elle est généraliste en sciences politiques. Oui, mais après, voilà, on a des masters spécialisés aussi en Sciences Po, des options. Oui, alors les masters spécialisés, ou les masters, ça va être 6 mois de spécialisation ou 10 mois de spécialisation sur la communication politique. Alors nous, on part des métiers de la communication et après, on va choisir la marque, l'institutionnel, la politique ou les médias. Après, c'est une combinaison de ce qu'on va étudier pendant son parcours, des choix qu'on va faire de spécialisation et de parcours, et puis des stages que l'on va choisir de faire. Hein. Donc concrètement, il vaut mieux miser sur le stage que sur combiner. les cours. Il ne faut pas miser sur l'un ou sur l'autre, il faut combiner intelligemment les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir, je dirais que si on veut faire de la communication politique, il faut faire les bons choix de cours et d'électifs, et puis construire son parcours au travers des stages. C'est-à-dire dès le stage de bachelor, choisir un stage qui est dans ce secteur-là, puis en M1, puis en M2. Il faut bien combiner le choix de son parcours théorique et le choix de ses applicatifs et de ses stages. Laurence, Marion, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. D'accord. Je vais vous laisser quelques mots de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Marion, si tu veux commencer. Alors, en conclusion, je dirais à retenir 3 mots. Pour ceux qui pensent au concours, je dirais voilà, misez sur votre curiosité, sur votre ouverture d'esprit. N'ayez pas peur, de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas. Ensuite, je laisse la main à Laurence parce que je n'ai pas d'inspiration. Très bien. Moi, je vais conclure sur notre projet à venir qui est l'installation de l'école, le déménagement de l'école début 2017 dans un média campus. Donc l'école est en construction sur l'île de Nantes dans le quartier de la Création. Donc à l'interface, on va être vraiment au cœur de la co-création avec des établissements d'enseignement supérieur, Beaux-Arts, École d'Archi qui seront autour de nous, des startups du numérique, la cantine du numérique. Voilà, on va être très tourné vers la création, vers le digital et donc on va pouvoir encore plus demain qu'aujourd'hui préparer les étudiants qui vont nous rejoindre aux métiers du futur dans la communication et les médias. Très bien, merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez fait passer l'oral à Sciences Com. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.